Nous sommes de retour de la pause pour la deuxième partie de l'émission. On va continuer toujours de parler un moment du Mali avant d'aborder le troisième sujet. Nous étions en train de discuter donc du projet de référendum pour la nouvelle constitution. Le terme laïcité qui ne plaît pas à la Ligue malienne des imams. Mes deux invités toujours en place, Chris Ega et Yao Klonukunu. On évoquait Yao Nukunu avant la pause, donc la position des imams. Je vous lis la position de Mohamed Kabiri, qui est le premier secrétaire de l'organisation du Haut Conseil islamique et président du collectif des associations musulmanes du Mali. Il dit que la laïcité, selon la mentalité française, n'est rien d'autre que le rejet de la religion. Et la réalité française et la réalité malienne ne sont pas pareilles. Donc, comment se fait-il que nous allons faire de notre constitution une copie certifiée du modèle français? Non, monsieur Samuel, moi je suis en total désaccord avec cette affirmation de... Mohamed non, Kimbiri. Moi je suis en total désaccord. Mais allez en France, vous verrez qu'il y a plusieurs confessions religieuses. Seulement que, c'est vrai, l'État n'est pas sous l'influence d'une certaine confession religieuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des départements ministériels qui n'encadrent pas, qui ne régulent pas ou qui n'ont pas un regard sur le fonctionnement des différentes. Et en plus, vous savez, il n'y a pas la xénophobie en France religieuse. Donc, cette affirmation qu'il a faite, bon, il sait avec quelle intention il a été dans cette affirmation-là pour justifier quoi, il le sait. C'est de la manipulation. Ces affirmations qu'il a faites, c'est de la pure manipulation. Il a eu ou soit de la pure manipulation, ou il a eu une lecture erronée, biaisée de la laïcité en question. Et ma foi, vous savez, au-delà de son affirmation, ma foi, pour moi, qui n'engage que lui, je veux aussi dire que dans cette situation, il y a quelque chose qui fortement va jouer contre la junte militaire au Mali. C'est quoi? Parce que cette junte militaire, elle est dans une posture de faiblesse. Parce que ce sont des militaires. Ce ne sont pas des acteurs politiques. Et quand vous voyez d'abord Assimi Goïta qui, à longueur de temps, il se met dans un silence, il ne communique pas, il ne développe pas. Ils ont seulement toujours, avec son Maïga qui porte-parole, qui ne vient lire que des communiqués, ils n'ont eu que pour objectif que de présenter au peuple qui sont dans une forme de rivalité avec la France. Il faut dire les choses de façon précise. Avec la France, ça n'a été que ce qu'ils n'ont eu qu'à proposer. Mais au même moment, nous avons vu que ces imams-là ont de l'influence sur les populations. Et donc, du coup, face à cette situation, vous n'avez pas préparé un terrain, vous n'avez pas préparé une communication, vous n'avez pas préparé, comment dirais-je, un contact avec les populations. Vous avez manqué de cela, vous vous êtes rabattu sur les groupes confessions religieuses, bon, essentiellement musulmans, sur les imams là, et profitant de l'euphorie là, vous avez joué dessus et vous vous êtes servi contre les Occidentaux ou contre la France. Maintenant, revenu à l'interne, voilà. Donc moi, je suis vraiment sceptique qu'il y trouve une solution, à moins que l'imam ou les imams en question fassent montre d'une certaine indulgence, qui fasse, ou je ne sais pas ce qu'il aura à leur proposer pour les dissuader de cette posture. Et aussi, si vous remarquez bien, même la classe politique a été muselée. Même la classe politique malienne, durant cette période-là, a été muselée. Donc ça fait que, du coup, même si dans la classe politique, ce projet de constitution, sur le contenu, ils trouvaient ça
acceptable et bon, mais ils ont toujours été mis dans une position fragile parce que des militaires, la junte qui sont venus en jouant des tout-puissants, se fondant sur, se rabaissant, s'acoquinant avec les imams, et voilà maintenant cette situation que ça crée. Moi, je reste toujours observateur, j'attends de voir comment ils vont s'en sortir, parce que c'est une situation qui apparemment semble compliquée, vraiment compliquée, hein, c'est vraiment compliqué parce que ça va refléter l'échec, hein, l'échec de ce que ils ont toujours essayé de faire croire durant tous ces mois-là, hein, de gouvernance, de gestion de cette transition. Ça va, si jamais ils n'arrivaient pas à trouver une solution fiable, ça serait vraiment un véritable échec. Et ma foi, je crois que... En principe, selon le calendrier que la transition malienne a présenté, c'est le 19 mars que le référendum doit avoir lieu pour respecter le calendrier jusqu'en 2024. Certainement, il va y avoir un glissement de calendrier pour l'organisation du référendum. Dans quel format voyez-vous le président Assimi Goïta faire passer cette constitution avec le terme laïcité? Oui, je crois que ce qu'il y a lieu de faire, si j'étais à ta place, c'est de pour parler avec Diko et ses camarades. Parce que Kimbiri, dont vous parlez tout à l'heure, lorsqu'il parle, il dit que les réalités en France et au Mali ne sont pas les mêmes. De quelle réalité part-il? Vous savez, nous avons les mêmes canons économiques, nous aspirons tous au même régime, c'est-à-dire au régime républicain, à la démocratie. Aujourd'hui, personne ne peut dire que pour aller de l'avant, il faut se faire pays à part, en autarcie, et dire que nous ne partageons pas les mêmes réalités. Oui, nous ne partageons pas la même réalité avec les pays qui nous entourent, et surtout les pays qui ont de l'ascendance vis-à-vis de nous, avec qui on était en ménage, que ce soit lors de l'esclavage, de la colonisation, et qui parfois ont une forte emprise sur les nôtres. Donc lorsque l'imam Kimbiri dit que ce ne sont pas les mêmes réalités, je crois que là, il donne tout simplement dans un système vaseux qui ne contient pas grand-chose, qui ne dit non plus grand-chose, pour flouer tout simplement son monde et dire que ben voilà, c'est une formule galvaudée, une formule passe-partout qui aujourd'hui n'a plus franchement de contenance, et c'est des formules que les gens sortent lorsqu'ils veulent justifier peut-être l'injustifiable, lorsqu'ils ne veulent pas mettre un mot sur ce qu'ils sont en train de désigner, lorsqu'ils ne veulent pas que les gens ne sachent pas très bien ce qu'ils veulent dire par tel ou tel terme. Je crois qu'aujourd'hui le monde est un village planétaire comme on le dit, ce qui marche ailleurs, il ne faut pas avoir peur d'adopter chez nous ce qui marche ailleurs. Lorsqu'on dit que depuis 1901 les pays ont adopté la laïcité, et ils n'ont pas acquis cette laïcité-là de main morte. C'est de haute lutte qu'ils l'ont acquis. Il faut qu'on retourne à l'histoire pour savoir ce qui s'était passé au moment de la prise de la Bastille, combien de monde ont été tués, le roi qui a été tué, etc. C'est de haute lutte que les gens ont acquis la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut aller sur la pointe des pieds à créer un autre lien, parce que lorsque je l'ai dit tout à l'heure, on va quitter multiconfessionnel, il faut aller à un État peut-être musulman, peut-être puis un peu à califat, et dire que c'est comme ça. C'est pourquoi nous appelons cela une dérive tout simplement. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut approcher ces gens-là, parler avec eux, parce que si la religion musulmane et islamique est forte là aujourd'hui, qui exige ça, si les chefs religieux musulmans sont assez forts aujourd'hui pour vouloir imposer leur point de vue, ils ne doivent pas oublier que si demain une autre entité les surpasse en force, cette entité-là aussi va chambouler ce qui a été acquis jusque-là pour imposer une autre orientation. Ce n'est pas comme cela qu'on construit un pays. Un pays se construit sur la base de ce qu'il a été construit. Et lorsque vous voulez défaire ce qui a été fait, parce
lorsque aujourd'hui vous êtes en position de force, vous devez vous rappeler que demain, si vous n'avez pas la même position, on va vous imposer, une nouvelle entité va vous imposer. Il n'a qu'à se rappeler le fascisme avec Franco. Non, pas Franco, avec monsieur, Hitler, etc. Mais lorsqu'ils ont fini d'être forts, c'est un autre ordre mondial qui se met en place. Donc, on n'est jamais trop fort pour imposer ad vitam ce qui est notre position d'aujourd'hui. Ce que Koïta a à faire, c'est de parler avec eux, de les emmener à la raison. Vous vous rappelez que, quand prenons par exemple le Burkina Faso, le Burkina Faso est un pays à forte majorité musulmane, mais pour souvent là-bas, ceux qui viennent au pouvoir là-bas, généralement, ce sont des chrétiens. Mais pourquoi cela s'est fait ainsi? Lorsque vous prenez le Mali, ce n'est pas absolument pareil, mais les laïcs ont contribué à bâtir cet État-là et à apporter ce qu'ils peuvent apporter tous les jours pour que ce qui est acquis se maintienne. C'est ce que les chefs religieux veulent défaire aujourd'hui et remplacer par un régime qui va être un régime d'instabilité. Lorsqu'il y a cette dérive, il ne faut pas que Diko oublie qu'au nord du Mali, c'est les islamistes, des pseudo-islamistes qui sont là. Il ne faut pas qu'ils fassent leur jeu. Mais est-ce qu'il est, aujourd'hui, quand on connaît la réalité historique du Mali, est-ce qu'il est facile pour un politique, qui qu'il soit, de se défaire de l'influence des imams? Non, ce n'est pas du tout facile. C'est pour cela que nous parlons de pourparler. C'est-à-dire qu'il faut les appeler à la raison, leur donner ce qu'on peut donner qui n'affecte pas les fondements de l'État malien. Leur donner peut-être il y a des postes, ils peuvent être utiles à un certain nombre de postes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce jeu d'échange, de donner, de recevoir. Parce que leur donner la laïcité et obtenir, leur donner l'État confessionnel pour faire disparaître la laïcité, c'est ça ce qui est dangereux. Mais on peut leur donner autre chose à la place de la laïcité. Il y a les postes ministériels, par exemple. C'est sur ça qu'il faut pour parler, leur dire, ben voilà, la sécurité, est-ce que cela ne vous occupe, est-ce que cela ne vous intéresse pas? Est-ce que la sécurité à l'extérieur comme à l'intérieur? Il y a l'économie, il y a plein de postes ministériels qui pouvaient aussi leur permettre de faire valoir leur expérience et de se rendre utile pour l'État malien. Mais il n'y a pas que la laïcité, il n'y a pas que ce seul terme. Ils ont dit beaucoup de choses, d'accord. Mais le point qu'ils sont en train de toucher, qui est un point qui peut créer des problèmes demain, ça, on ne peut pas leur donner. Mais on peut leur donner plein de choses. C'est ce que moi j'appelle le pourparler et leur donner ce qui est raisonnable et ne pas leur donner ce qui peut demain mettre en chamboulement tout le fondement de l'État malien. Oui, vous savez, cette situation révèle la fragilité de la junte. Cette situation révèle la fragilité de la junte et comme je l'avais dit, et voilà, c'est les conséquences de ce qu'ils ont toujours affiché, de ce qu'ils ont toujours essayé de faire croire. C'est ça qui révèle aussi leur vulnérabilité face à ce que donc nous attendons de voir comment ils vont tirer épingle du jeu. Nous attendons de voir comment ils vont s'en sortir et ma foi, je crois que de toute façon, mon frère Chris, il a tout dit. Il a tout dit. Donc, c'est inquiétant. C'est très inquiétant cette position qu'adoptent les imams là. C'est vraiment inquiétant pour le Mali. Et c'est une façon indirecte de décréter Mali État typiquement islamique. Musulman pour Paris. Et donc, et après, nous verrons tout ce qui va s'en suivre. Nous verrons tout ce qui va s'en suivre. Donc, nous entendons de voir, moi je ne vais pas aller dans une conclusion hâtive, nous entendons de voir comment cette jeune va pouvoir tirer, s'en sortir de cette situation, de cette épreuve. On passe au troisième sujet maintenant. On va parler du Togo. Le Togo, donc, qui se prépare pour les futures échéances électorales, un peu plus d'un mois après la création des commissions électorales locales indépendantes, ce qu'on appelle ici les CELI, qui sont un peu des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, les présidents de ces CELI sont désormais connus. Leur nomination a été actée par arrêté. C'était le lundi 6 mars dernier, arrêté pris par le président de la Commission électorale nationale indépendante.
Au total, ce sont 6 magistrats sur toute l'étendue du territoire national répartis dans différentes communes. Leur mission sera de coordonner les activités des commissions électorales locales. La nomination des présidents des CELI donc, marque une étape importante vers les prochaines consultations, notamment les élections régionales et les élections législatives qui ont lieu cette année. En tout, 56 présidents de CELI nommés. Chris Ega, véritablement, avec cette étape qui est quand même importante dans l'organisation d'un scrutin, c'est qu'on est sûr que 2023 est véritablement une année électorale. Je crois que c'est ce que cela semble dire. Quoi qu'on ne peut pas dire que les dates sont déjà retenues pour les élections, mais que les présidents de commission des CELI soient nommés voudra dire qu'on est en pleine préparation pour que les élections aient lieu. Mais les élections vont avoir lieu selon quel calendrier, c'est ce que nous savons pas. Mais c'est la nomination de ces présidents de CELI est une indication sérieuse pour dire que les élections vont avoir lieu. Sinon, je crois que c'est les préparations qui commencent. En tout cas, l'indice que je perçois à travers ces nominations-là, c'est cela. Voilà. Yao Nkono? Bon, vous savez, c'est dans l'ordre moment des choses. Quand on parle d'élections, il y a certaines structures qu'il faudra mettre en place. Il y a un certain fonctionnement. Je dois dire... statique qui se met toujours en place, et là c'est dans l'ordre des choses. Et donc ma foi, ce qui préoccupe, ce ne sont pas ces structures qu'on met en place, c'est ces compatriotes qu'on nomme à ces postes-là pour jouer un rôle au sein de ces structures. Ce n'est pas ça qui fait la réelle préoccupation des Togolais, mais c'est la prestation de ceux-ci, la qualité de leurs prestations, c'est la nature de leurs prestations, c'est quelle conscience ont-ils de cette mission-là. En réalité, c'est une mission qu'ils n'auraient pas assignée par ceux qui les ont nommés, par ceux qui les ont mis là-bas. Mais quelle conscience ont-ils de savoir que cette mission, c'est une mission qu'ils accomplissent pour leur pays et qu'ils sont redevables au pays et non pas redevables à ceux qui les ont nommés ou à ceux qui les ont placés là. Non. Quel état de conscience ont-ils de ce que ils sont redevables à leur pays? Et donc, toute leur motivation serait d'agir en toute dignité, en toute transparence, en toute fierté, pour le compte du pays. Et quand on parle du pays, de facto, nous parlons du peuple. Et si nous parlons du peuple, M. Samuel, lorsque nous faisons un peu un sondage auprès du peuple togolais, des citoyens togolais, sur leur confiance qu'ils aspirent à nos élections que nous organisons, ma foi, vous êtes journaliste et vous devez en savoir pour quelque chose. Alors maintenant... J'ai pas encore fait ce sondage. Ah, vous n'avez pas fait ce sondage? Ouais. Bon, écoutez, il y a des indices seulement que je vous donne. Et référez-vous un peu des épisodes que nous avions toujours vécus lors des échéances électorales, les conditions dans lesquelles il y a tellement de choses. Alors maintenant, moi, ma question que je me pose, jusqu'à quand allons toujours nous éterniser dans cette nature? Jusqu'à quand allons toujours nous éterniser? Où nous ne voudrions pas, à un moment, avoir le goût de la rupture, mettre la rupture avec ce qui ne nous élève pas, ce qui ne construit pas toujours notre confiance ensemble, notre vivre ensemble, et ce qui ne nous permet pas de toujours, en toute symbiose, faire ce qu'il faut autour de la République, faire ce qu'il faut pour la patrie et de facto pour notre valorisation. Et moi, ma foi, ça demeure toujours ma préoccupation, parce que au regard de certaines situations, de certains épisodes que nous avons toujours vécus,
les élections ont toujours été un moment de déchirement, un moment d'insatisfaction, un moment de désolation, de déception des citoyens qui ont comme l'impression que il y en a, nous sommes dans plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que mais écoutez, les résultats sont connus d'avance, avant même que les citoyens n'aillent aux urnes. Alors on a quand même 56 CELI, donc 56 magistrats qui dirigent ces CELI. Les magistrats ont été proposés par le ministre de la Justice et de la Législation. Moi, ça m'interroge par rapport à l'influence, justement, des magistrats qui dirigent des commissions électorales locales indépendantes, démembrement de commissions supposées être indépendantes, des magistrats nommés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est dans un gouvernement d'un parti politique, qui va être candidat. Alors, si on remonte comme ça, on pourrait beaucoup s'interroger sur... Vous savez, moi, je me suis toujours posé des questions sur le sujet, mais bizarrement, je me pose aussi, peut-être pas bizarrement, la question sur le fait que c'est toujours comme ça, et ça a été toujours comme ça. Je crois que ceux qui sont les premiers intéressés, qui devaient réagir sur cet état de fait, ce sont les partis politiques, justement, qui participent à ces élections. Il ne revient pas aux journalistes de faire le travail alors que bien aux citoyens ordinaires. Mais nous, on estime, moi, j'ai l'habitude de le dire, que pour être chef de parti, il faut pas être du commun des mortels. Il faut être un peu au-delà du commun des mortels qui ne fait pas toujours les analyses qu'il faut, parce qu'on le dit qu'en principe, ce n'est pas le peuple qui ordonne ce que un chef, un leader doit faire, mais c'est au contraire le leader qui doit, parce qu'il est quelqu'un d'éclairé, quelqu'un qui doit être exceptionnel, qui doit diriger le peuple vers faire en sorte que le peuple aille prendre des opinions, utiliser l'opinion du peuple pour le diriger vers le bon point et non se laisser à l'émotion que suscitent souvent les actions de rue. Écoutez, si depuis des années que les élections ont lieu au Togo, les chefs des partis politiques ont accepté cet état de fait, qui devait leur dire de se lever pour le changer. Parce que vous l'avez bien dit, ceux qui sont désignés là, ce sont des fonctionnaires de l'État, et on sait ce que vaut un fonctionnaire dans les États en général en Afrique, et non pas seulement au Togo, ce que la conscience qu'un fonctionnaire a. Et ce qu'un fonctionnaire peut faire, et on sait ce que comment l'administration fonctionne dans nos pays africains et principalement au Togo. Si il y a cette situation où ce sont les commis de l'État qui dirigent ces CELI et que cette situation est acceptée par les partis politiques qui ont participé, non pas seulement une seule fois, non pas 2 fois, ni 3 fois, qui ont participé à des élections qui sont dirigées à la base, dont les résultats sont envoyés à la CENI, justement par ces commissions décentralisées. Et si cet état de fait est accepté jusqu'ici, j'estime que c'est parce que ça marche du point de vue de ces partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on va tordre le cou à ce qu'on nous appelons un ordre qui est établi et qui semble accepté par ceux qui sont les acteurs du jeu? Qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui si ce n'est pas peut-être, si nous disons autre chose, c'est comme si nous voudrons faire du désordre, mettre du désordre dans l'ordre qui est établi. Peut-être la question, il faut le poser aux acteurs du jeu, peut-être à M. Tonki, je ne sais pas si prochainement va être candidat. Oui, non, oui. Ben, vous savez, le disant, oui, c'est vrai que les acteurs politiques, ils sont les premiers concernés, mais également la société civile. Oui, la société civile, la société civile, en réalité, la société civile, lorsqu'elle est sérieuse, lorsque elle connaît bien ses prérogatives, lorsque elle a des objectifs qui sont quand même bien définis, la société civile joue un rôle régulateur. La société civile interpelle, et donc là-dessus, la société civile également. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai, peut-être que les premiers acteurs s'en accommodent. Oui, ce système, il est
il est sans grabuge, il est convenable aux acteurs politiques eux-mêmes, et c'est pourquoi ça a toujours été ainsi. Mais oui, mais vous avez évoqué tout à l'heure tous les contentieux liés aux élections au Togo, et des éléments comme ça font également partie de ces contentieux. Oui, justement, parce que vous savez, nous l'avons toujours dit, que en réalité, pourquoi est-ce que c'est seulement les magistrats qui peuvent jouer, qui peuvent être à la tête des CELI? Pourquoi? Il est juste question de compiler et d'envoyer au niveau de la CENI. Pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément les magistrats qui se retrouvent à la tête des CENI? On a mis des comment l'appelle-t-on, des responsables de la société civile à la tête des CENI. Alors pourquoi ne pas faire de telle sorte que ces CENI-là soient l'apanage de la société civile? Parce que quand on parle d'élection, il faut de l'arbitrage. Et l'arbitrage doit être dans une certaine neutralité. Bon, mais toujours est-il que, vous savez, pendant que nous parlons, c'est vrai, la société civile togolaise également, elle est tellement multiforme, elle est tellement, elle est ce qu'elle est, et donc du coup, ma foi, plutôt, je ne vais pas me lancer dans de la, comment dirais-je, dans une position le mot m'échappe là. Bon, vous dans des conjectures, c'est-à-dire faire des jugements. Juste dire que on peut toujours poser la réflexion, on peut pousser les réflexions là-dessus et voir dans quelle mesure. Bon, nous ne le disons pas parce que nous avons quelque chose contre les magistrats qui pourraient penser que nous voulons piétiner dans leur intérêt parce qu'ils se disent que c'est leur chance gardée, et quand il y a de ces rendez-vous là, et c'est le moment pour eux aussi de gagner. Non, mais toujours est-il que nous ne devons pas toujours réfléchir en termes de gains pour soi personnel, mais au contraire, nous devons toujours réfléchir sur ce qu'est notre responsabilité vis-à-vis de notre pays. C'est pourquoi, dès l'entame, j'avais dit que tout n'est pas question qu'on peut mettre des fonctionnaires d'État à la tête des structures, mais s'ils sont animés par cette conscience patriotique, cette conscience républicaine, ils peuvent jouer leur rôle en toute impartialité. Nous avons vu, il y a tellement d'épisodes dans ce pays, des gens qui ont été à la tête de la CENI et qui, à un moment, en voyant les réalités, ils n'ont pas voulu, jouer à l'obscurantisme. Ils n'ont pas voulu se prêter. Ils ont dit non, ils ne sont pas prêts à renverser, à dire les choses telles qu'elles ont été renversées. Alors donc, tout est question de dignité, tout est question de comment nous avons cet esprit-là et de respect pour notre pays. Nous sommes préoccupés pour notre pays, préoccupés pour les pays. C'est une question de responsabilité. Et ça, c'est une question de on peut aussi maintenir les magistrats, des fonctionnaires à la tête des CELI, mais s'ils sont animés de cette... patriotisme, de cet esprit, mais il faut, en toute réalité, Monsieur Samuel, il faut dire que nous avons assez fait l'expérience des magistrats à la tête des CELI et nous avons toujours vu ce que ça a toujours été. Des morts d'hommes, des exilés, des trucs là. Alors donc maintenant, il s'impose de réfléchir autrement. Il faut trouver une alternative pour faire de nouvelles expériences, pour voir ce que ça peut donner comme résultat. En tout cas, le constat, c'est que immanquablement, le processus électoral est lancé. Est-ce que de votre analyse, du côté des acteurs qui sont eux-mêmes concernés par ces élections, je veux parler des partis politiques, est-ce que vous voyez une véritable répartition? Oui, je sais que cette question allait venir parce que je voudrais d'abord dire que le contexte dans lequel ces partis sont en ce moment, on a l'impression que beaucoup d'entre eux sont éreintés. C'est des gens qui se réveillent d'une forme de torpeur qui ne dit pas son nom et qui doucement essaient de se préparer. Lorsque vous observez l'échiquier politique, vous vous rendez compte quand même que certains partis timidement se réveillent. Je parle de la dynamique
dynamique Monseigneur Poudreau qui organise des meetings, maintenant des meetings, je crois un peu partout. Ça a commencé par Vaughan, où ils ont organisé un meeting. Je vois sortir aussi maintenant l'ANC qui fait des meetings de petite envergure un peu partout, je crois, en commençant par Lomé. Et la dernière fois, c'est les FDR qui ont fait leur entrée politique. Ils se sont rassemblés là-bas à Hizanawe, là-bas, Foire Togo 2000. Foire Togo 2000. Et je crois qu'on peut appeler ça quand même un réveil, un petit réveil de ces partis-là qui sont en train de se positionner. La Chine ne dit pas encore son nom. Aucun parti, aucun des partis que je viens de citer n'a dit officiellement qu'il se prépare pour les élections, mais on sait que ça commence comme ça. Ce n'est pas avec grand entrain. Certains ont dit que le boycott n'est plus d'actualité. Ben ça, ils l'ont dit depuis, ils ont fait l'expérience du boycott. On sait ce que cela, ça n'a pas échaudé le chat. Donc on sait ce que cela veut dire lorsque les gens boycottent. Donc je crois l'ANC l'avait dit clairement que le boycott n'est plus de mise et qu'ils vont participer. Mais dans quelle mesure? Vont-ils participer en se mettant ensemble? Vont-ils participer en y allant séparément? Quel est le langage qu'ils vont adopter? Je crois que du côté de l'opposition, nous n'avons pas encore formalisé la chose, mais on sait que ces trois partis que je viens de citer, ou bien regroupement de partis, ont commencé à faire leur petit bonhomme chemin en commençant par de petits meetings. Mais on espère qu'ils vont monter en crescendo, ils vont monter en force dans les mois qui suivent. Mais de toute façon, l'expérience qu'on a vécue sur le terrain nous indique que c'est au dernier moment généralement que les partis politiques de l'opposition se réveillent pour aller aux élections. Ce n'est pas un an avant, ce n'est pas 6 mois avant. Je crois que c'est dans les derniers mois, comptant les 3 derniers mois, comme ça qu'ils mettent la main à la poche. Et je crois que ça va être ainsi encore cette fois. Mais on peut noter que déjà, certains partis se manifestent, montrent leur volonté de se mettre en ordre de bataille. Et je crois que ces 3 partis, ou regroupement de partis dont je viens de donner le nom, avec les dernières activités qu'ils ont menées, et se positionnent. Voilà. Alors, pour vous, quand on regarde, il a cité les FDR, l'ANC, Dynamique Monseigneur Poudreau, il y a beaucoup d'autres partis également qui certainement sont très intéressés par ce scrutin. Est-ce que du côté de la majorité présidentielle, comme on le dit toujours, ils sont toujours prêts? Écoutez, la majorité présidentielle, c'est elle qui commande de tout. C'est elle qui commande de tout. Et les élections, c'est elle qui annonce, qui définit les règles, qui entretient, qui conduit tout. Alors donc elle recherche toujours sa légitimité, comment dirais-je, constitutionnelle, vous comprenez. Bon, maintenant, mais l'essentiel que le peuple attend de la majorité, c'est là le respect de leur vote. Voilà, c'est la transparence des élections. C'est ce que le peuple attend de la majorité, en réalité. Voilà. Sinon, la majorité, elle est dans son rôle. Mais il faut que ce rôle-là se joue pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du peuple. C'est ça l'idéal. Or, cet idéal nous manque jusqu'à maintenant. Et nous, moi particulièrement, quand je m'affirme dans un sens patriotique. Je ne peux pas me mettre en déphasage avec notre idéologie de promouvoir le patriotisme. C'est pourquoi pour nous, ce qui est de règle, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt du peuple. Et c'est pourquoi nos affirmations, nos positions iront toujours dans ce sens-là. Et non pas de façon biaisée pour l'intérêt d'un courant politique ou tel. Non. Nous sommes toujours dans cette posture-là de toujours dire ce qu'il faut pour notre pays, pour notre peuple, pour le vivre ensemble, pour la confiance entre nous. Parce que c'est dans cela que nous allons construire notre fierté, notre valorisation et nous serons respectés comme on le voit à l'instar de beaucoup de grands pays un peu partout dans le monde. Et c'est ça, notre motivation, c'est ça notre détermination. Et ma foi, je crois que nous n'allons pas y dérober. Est-ce que de notre côté, l'autre acteur majeur de ces élections qui sont le peuple, vous voyez cette préoccupation aujourd'hui, elle est électoraliste?
Non, vous savez, pour le peuple togolais, quoique je ne veuille pas me mettre à la place du peuple togolais, parce que on a l'impression qu'au Togo, chacun son peuple. Vous, je ne sais pas de quel peuple vous parlez, mais je peux dire que les gens aujourd'hui ont une forme de motivation vis-à-vis du peuple en général. Mais je peux constater quand même, lorsque vous posez tout à l'heure la question à M. Nkounou à propos de la majorité, je voudrais dire que celle-là est très présent sur le terrain. Si vous allez dans l'arrière-pays, vous vous rendez compte comment les différentes entités de ce parti-là sont présentes sur le terrain. Quand vous prenez même la dernière fois la journée internationale de la femme à travers les préfectures, les acteurs majeurs de l'animation de cette journée-là ont été les partisans de unir. Ça, il faut être sur le terrain pour l'observer. Pendant ce temps-là, l'opposition, on a vu l'opposition pratiquement nulle part. C'est pour cela que nous disons que c'est 3 mois avant l'échéance que l'opposition, ou bien 2 mois que l'opposition se réveille. Mais sur le terrain, cette majorité-là est très présente à travers les meetings, à travers les porte-à-porte, à travers les câlineries qu'on apporte à tel composant de la société. Ça, il faut, quand vous allez sur le terrain, vous remarquez cela. Ça veut dire que cette majorité-là se prépare activement pour ces élections-là. Et c'est pour cela que je ne suis pas étonné lorsque la dernière fois, les magistrats sont nommés, les présidents des cellules sont nommés. Maintenant, ce qui concerne le peuple, c'est quand vous approchez ce peuple-là, c'est quand vous les approchez et que vous leur demandez ce qui ne va pas à leur niveau, qu'ils vous parlent. Mais si vous les attendez sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur les télévisions, je crois que vous ne le trouverez pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette motivation qui les porte spontanément vers les masses médias. Mais au contraire, si vous allez les visiter dans leur retranchement, parce que j'appelle ça retranchement, parce que lorsque les moments sont durs, chacun reste chez lui pour voir de quoi le lendemain est fait. J'appelle ça le retranchement parce que les gens sont maintenant chez eux. Ils attendent sans doute les politiciens qui vont venir vers eux dans les mois qui suivent, mais lorsque vous allez vous porter chez ces gens-là, vous leur posez la question, vous entendrez ce qu'ils vont dire. Et c'est dans ce sens-là que je dirais qu'ils ont toujours les mêmes préoccupations. Mais c'est la façon de l'exprimer qui change aujourd'hui parce que la spontanéité n'est plus, parce que ça fait quand même plus de... Depuis 90, ça fait plus de 30 ans que le Togo s'est mis dans ce processus de démocratisation et Dieu seul sait quel est le chemin que nous avons fait jusqu'à présent. Donc 30 ans de labeur, 30 ans de tergiversation, 30 années d'attente peut-être non assouvies ou bien assouvies mi-figue, mi-raisin. Moi, je n'en sais rien. Mais ce peuple-là qui aujourd'hui est dans un état tel que vous ne pouvez que l'approcher avant de savoir ce qu'il pense intimement de la question de l'élection, je crois qu'il vaut la peine qu'on aille sur le terrain pour leur demander, faire des sondages tels que mon frère Nkounou l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous n'allez pas vers les gens, vous ne saurez pas leurs préoccupations parce que longtemps, ils ont attendu. Aujourd'hui, ils ont une autre forme d'expression et il faut chercher cette forme d'expression-là. Et celle-là que je suis en train d'indiquer, c'est de nous porter à côté de ce peuple-là à sa base pour en savoir ce qu'il pense. Yao Nkounou, ça c'est un aspect qui intéresse la société civile de voir si les prochaines joutes électorales, c'est ce qui préoccupe la majorité des Togolais. Ben, écoutez, vous savez, Monsieur Samuel, ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Beaucoup de Togolais, ils ne sont plus rassurés sur la nature, la transparence ou sur le respect de leur vote. Ça, c'est une réalité. Et vous êtes Togolais, il y a eu tellement d'épisodes qui ont déçu les Togolais. Et bon, maintenant, et finalement, la formule trouvée, c'est que ces élections ne découlent pas sur la violence. Et donc, tant qu'il n'y a pas de violence, donc ça veut dire que ça a été un succès. Mais en réalité, les Togolais, ils restent toujours sur leur soif d'être rassurés sur la nature, le respect de leur vote. Et ma foi, je crois que c'est une préoccupation et la réponse à ces préoccupations doivent leur être donnée et par les acteurs concernés d'abord, par les acteurs concernés, parce que vous savez, quand les acteurs
concernés qui s'aventurent dans des élections et les mêmes qui reviennent dire ah non, il y a eu des fraudes, etc. Les mêmes acteurs qui savent que à la tête des CENI, c'est toujours les magistrats, les fonctionnaires qui sont reconduits et ils vont avec et après ils reviennent dire que non, que ce n'est pas ça. Bon, donc il y a aussi une certaine confusion là. Il y a aussi une confusion que des gens émettent au sein de l'opinion. Et il y a tellement de choses. C'est comme par exemple lorsque il a été question du découpage électoral. Les acteurs de l'opposition, ils sont bien au courant de ces questions de découpage électoral, mais ils ont voulu jouer à la malice, à la ruse, se disant que ils sont confiants et que c'est derrière eux que se trouve le peuple et donc ça les arrange et que s'ils allaient aux élections, ils allaient rappeler les voix. Mais par après, quand c'était là, non, que ça ne soit pas. Vous voyez, et il y a aussi du sérieux qui nous manque. Ce sérieux qui fait défaut au sein de la société civile, au sein de la société civile, être une société civile respectable, digne. Le même sérieux manque également de la part des acteurs politiques. Et ce sérieux manque, et donc ce sérieux manque juste du fait des calculs politiques, des calculs d'intérêt. Et maintenant, au lieu de prendre leurs responsabilités, par après, ils se lancent dans des manipulations, dans des spéculations pour divertir l'opinion, pour essayer de détourner l'attention de l'opinion par rapport à eux, toujours leur responsabilité qu'ils doivent prendre. Toujours ils crient réforme, non, sans réforme, sans élection, mais etc. Bon, maintenant, toujours quand on fait les réformes, il y a des points sur lesquels ils reviennent encore, alors que tout ne les échappe pas. Ils sont bien au courant, c'est écrit blanc sur noir, ben, ils font avec et après ils reviennent dire, bon, et ça fait du méli-mélo et c'est méli-mélo qui crée de la confusion et ça aussi entretient ce manque de confiance-là des citoyens, ça aussi entretient cette confusion et ma foi, je crois qu'il y a du travail toujours à faire et ce travail incombe non seulement qu'à la classe politique, mais également aussi à la société civile. La société civile aussi qui, en temps normal, doit jouer un rôle de lobbying vis-à-vis des populations. Normalement, c'est la société civile qui doit encadrer les populations. Parce que les acteurs politiques, excusez-moi le mot, mais ce sont des prédateurs. Les acteurs civils, ce sont des prédateurs. Alors maintenant, il revenait à la société civile d'aider un peu la population à avoir un certain discernement, mais pour le faire, c'est un travail qui est lourd, qui demande des moyens. Or, vous savez, généralement, les sociétés civiles qui sont engagées, les sociétés civiles dont vous pouvez toujours entendre dans des actions, ils ne le font que de par leurs propres moyens et ces moyens sont limités et donc du coup, les actions également sont tellement limitées. Donc, ça fait que cette situation qui perdure et puis bon. L'idéal, puisqu'on a 2 rendez-vous, législatifs et régional, c'est d'en faire un vote unique, couplé. Oui, pourquoi pas, c'est ce qui est souhaitable, parce que vous savez, l'organisation des élections, ça coûte énormément de moyens, autant financiers que matériels. Même matériel, finalement, c'est financier, en ce sens que il faut l'acquérir pas de l'argent. Donc, vous comprenez que c'est à ça que s'organisent d'autres pays, faire en sorte que les élections aient lieu en même temps. Lorsque vous prenez le Nigeria, c'est ce qui se fait. La dernière fois, c'est ce qu'ils ont encore fait. Mais lorsque les élections ont lieu séparément, c'est autant de moyens que vous débauchez. Vous avez les moyens pour organiser les élections législatives, d'autres moyens pour organiser les élections locales, d'autres moyens pour organiser les élections présidentielles, d'autres moyens pour les sénatoriales, d'autres moyens pour les régionales. Ouais, c'est trop d'élections pour qu'on puisse les organiser séparément, alors que les mêmes moyens matériels peuvent servir à organiser ces différentes élections. Je crois que le meilleur choix, c'est de faire en sorte que ces 2 élections aient lieu de façon couplée, de façon
façon simultanée, pour qu'on puisse utiliser les mêmes structures pour telle élection, pour que les gens se déplacent une seule fois, et c'est bon. Et ben, aujourd'hui, ce dont nous devons parler, c'est de préparer les mentalités à cela. C'est de préparer les électeurs à faire à avoir le discernement en ce qui concerne le vote, la différenciation entre tel scrutin. Je crois que si on commençait dès maintenant, cela peut donner des résultats. Au lieu de vouloir organiser ces élections, pourquoi ne pas mutualiser les moyens pour que ces élections aient lieu et qu'on ait les résultats le même jour. Je crois que lorsque vous prenez les pays aujourd'hui, c'est les choix que tous ces pays-là font. Pourquoi on ne peut pas le faire au Togo? Je l'ai dit tout à l'heure que ce qui marche ailleurs, on n'a pas honte de le transposer chez nous. Si ça a fait des résultats avérés ailleurs, on peut l'adopter chez nous. Mais ne pas le faire, parfois ça frise, je ne sais pas comment le dire. On ne comprend pas tout simplement qu'on ne le fait pas. Alors que nous avons les moyens très limités au Togo, pourquoi ne pas le faire? Je crois que coupler les élections, c'est ce qu'il y a de mieux à faire à mon sens. D'accord. Merci beaucoup Chris Ega. Merci d'être passé à nouveau dans cette émission. Merci beaucoup. J'espère avoir plus de temps pour d'autres rendez-vous. Yaounoukoulou, merci à vous également. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. On se retrouve le samedi prochain.